L'assaut du Capitole le 6 janvier dernier continuera encore longtemps de faire couler encre et salive aux États-Unis pour les procureurs démocrates. Au procès en destitution de l'ex-président américain, c'est une trahison d'une ampleur historique. Il est accusé d'incitation à l'insurrection pour avoir encouragé des milliers de ses partisans réunis à Washington à se diriger vers le Capitole au moment où les élus certifiaient la victoire du démocrate Joe Biden. Il n'en est rien pour le milliardaire américain qui a changé de conseil il y a quelques jours, engageant 2 avocats habitués aux dossiers polémiques suite à la défection de 5 autres. Quelles issues possibles à cette procédure? Donald Trump est-il effectivement responsable de cet assaut sur le Capitole? Que risque-t-il concrètement au terme de cette procédure? Quel héritage laisse-t-il à une nation où les clivages sont de plus en plus prononcés? États-Unis, Trump accusé de trahison sans précédent. Quel sort à ce second procès en destitution inédit? C'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. À nos côtés pour en parler, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. En plateau aussi, Emel Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise, missionnaire chrétien itinérant. Face à vous, Justin Oukpati, bonjour. Oui, bonjour Joannès, bonjour chers téléspectateurs et internautes de Sika TV. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Ma première question est pour vous, Justin Oukpati. On va dire que la procédure enclenchée avant donc l'investiture de Joe Biden se poursuit au Sénat. Procédure donc contre l'ancien président Donald Trump. Selon vous, est-ce que cette procédure est déjà légitime en soi? Je crois que c'est l'article 2, section 4, si je ne me trompe pas, de la Constitution américaine, qui précise de manière claire que le président des États-Unis en exercice qui aurait commis une faute grave, plus précisément par rapport à la trahison de la République, par rapport à la corruption et tout autre crime grave devrait être poursuivi. Et ce qui s'est passé le 6 janvier, du point de vue du fait politico-juridique ou juridictionnel, est suffisamment grave lorsqu'on se réfère à l'histoire des États-Unis. Lorsqu'on voit un peu la manière dont cet État fédéral où ces États ont pris leur indépendance, les luttes menées, lorsqu'on voit un peu la confédération qui ne leur a plus plu, où ils sont allés en 1787 au fédéralisme, qui, du point de vue de la théorie des organisations politiques et de la théorie générale de l'État, est beaucoup plus corsé que la confédération. Et quand vous voyez le passé de cet État-là, les différents impeachments qui ont été conduits, vous comprenez très bien que c'est très sérieux. Seulement que le tableau qui se présente aux États-Unis, de mon point de vue, est un tableau à la fois juridique, juridictionnel, politique. Politique au regard du parti Les Républicains, et au sein duquel tout n'est pas clair. Et politique au regard du fait que Donald Trump, bien que sorti de la présidence, pourrait influencer des choses. Politique parce que les démocrates ont besoin des républicains pour la mise en œuvre de leur politique. Alors, il y a un certain nombre de questions que je me pose, auxquelles j'espère que nous allons trouver des réponses ici. Pourquoi procédure d'impeachment vis-à-vis de Donald Trump? On le sait un peu. Une procédure par qui? Une procédure pour qui? Et une procédure dans quel intérêt? Et est-ce que cette procédure va aboutir? Réponse juridique et juridictionnelle, en principe. Réponse politique, peut-être que ça accouchera de souris. Voilà un peu ce que je voudrais dire à l'entame de cette émission, et dire que ça va être l'occasion pour le peuple américain de montrer que l'affaire Donald Trump du 6 janvier était juste une
thèse, ce n'est pas la règle d'une discipline politique, juridique et constitutionnelle comme c'est le cas dans certains États africains, et notamment d'Afrique de l'Ouest. Patrick Amopoyon, c'est déjà, on va dire, la seconde procédure contre l'ex-président américain Donald Trump. Selon vous, est-ce que c'est surprenant que sa gouvernance puisse, je vais dire, cristalliser autant de tensions ou entraîner autant de réactions? Non, ce n'est pas surprenant, puisqu'il n'a vécu que dans ça, il n'a gouverné que dans ça. Il a voulu ça. Ouais, le silence de Donald Trump aujourd'hui, qu'il essaie de justifier par le fait que Facebook et Twitter l'ont coupé, n'est pas dû à ça. C'est dû simplement au fait que dans le cadre du procès, ses défenseurs lui ont demandé de ne pas en ajouter. Or, vous savez qu'il ne sait pas faire autre chose. Donc, il est contraint de se taire parce qu'actuellement, ça ne l'arrange pas de parler. Sinon, en réalité, il a travaillé à ça. Et par rapport à l'intervention du professeur Mbati, permettez-moi de dire que, en réalité, les républicains sont en train de faire une erreur d'analyse. Et beaucoup font cette erreur d'analyse. On dit 114 millions d'électeurs ont voté Trump. Donc, si on vote la décision de Trump, on a cet électorat qui ne votera pas pour nous. Mais dans les 114 millions, il y a les républicains qui ont voté par discipline de parti, discipline de corporation, et donc qui ne sont pas des Trumpistes. Ensuite de ça, il y a ceux qui ont voté pour Trump parce que Trump leur a fait croire que Joe Biden est communiste, qui sont en train de se rendre compte aujourd'hui que Joe Biden n'est pas communiste. Et troisième chose, donc il y a plusieurs catégories de personnes qui ont voté. La preuve, la Géorgie a été perdue parce que Trump est allé faire campagne avec eux. Donc, je pense que nous sommes en train d'aller dans un triangulaire où ceux qui vont défendre Trump vont garder l'électorat de Trump, mais vont perdre les Américains conscients, les Américains responsables et tout ça. Donc, bref, dans tous les cas, les républicains sont piégés parce que nous allons nous retrouver dans des triangulaires où, en faisant la politique de Trump et en s'associant à Trump, ils vont perdre un électorat républicain. En s'éloignant de Trump, ils vont peut-être perdre quelques menus frétés, mais qui, en réalité, ils sont obligés d'amorcer la reconstruction du parti. S'ils ne le font pas et qu'ils laissent faire croire que ce qui s'est passé au Capitole est normal, ce qui s'est passé au Capitole n'est pas grave, la déchéance du Parti républicain sera très grave dans les années à venir. Alors, Emile Guérin, quelle est votre lecture de la scène du Capitole? Est-ce qu'effectivement, le président Trump, dans cette vidéo-là où il s'exprimait face à ses soutiens, à ses partisans, il leur demandait donc de se diriger vers le Capitole pour exprimer leur refus d'accepter le vol de cette élection-là? C'était en gros ses propos. Est-ce que selon vous, il ne doit pas porter la responsabilité de cet assaut-là devant l'histoire et donc devant les institutions américaines? D'abord, merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je salue votre chaîne, contrairement à beaucoup de chaînes internationales qui n'invitent pas souvent des pro-Trump. Je ne suis pas trumpiste. En tant qu'Africain, j'approuve entièrement, enfin, en partie, la politique de Trump. Nous allons en parler tout à l'heure. Je m'inscris totalement en faux par rapport à ce que mon co-débatteur vient de dire par rapport à Trump, par rapport au Parti républicain. Je pense d'ailleurs que le Parti républicain s'est donné un nouveau souffle grâce à Trump. Parce que, qui vous souvienne, personne n'attendait Trump en 2016. Il les a pris par surprise, il a gagné les élections. Tous les sondages lui donnaient perdant face à Hillary Clinton. Il prend la tête parce qu'il dit « Je vais à Washington pour nettoyer le marais. Je suis anti-système. Je suis anti-establishment. L'État profond, je suis contre. » Il a dénoncé un certain nombre de choses. L'industrie militaire, parce qu'il dit « Le Pentagone ne peut pas faire rien que des guerres. » C'est le seul président, depuis des décennies, qui n'a jamais déclenché aucune guerre, Donald Trump. C'est vrai, le personnage narcissique et phallocrate du personnage me pose problème, moi. Mais au-delà de ça, quelle politique a-t-il mené? J'espère que nous aurons le temps de faire le bilan de Donald Trump et de comparer maintenant à l'entame de la prise des fonctions de Joe Biden. D'ailleurs, déjà fin novembre 2020, qu'est-ce qu'il dit, Joe Biden? Nous allons enfin devenir le guide du monde.
Le guide en allemand, je crois que c'est Führer. Moi, ça me pose problème. Je ne veux pas que Joe Biden devienne le guide du Bénin en tant qu'Africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en tant qu'analyste, pour moi, demain, il va appeler peut-être Boari pour dire, écoutez, votre petit voisin à côté, il me gêne. Parce que hier, vous savez où il est allé? Sa première visite dans ce département, c'est le département d'État qui fait office de ministre des Affaires étrangères. Pour aller dire, nous n'allons plus soutenir la guerre au Yémen. Mais c'est Barack Obama qui a déclenché la guerre au Yémen. Il a fait 4 guerres, Barack Obama. Prix Nobel de la paix. C'est ahurissant, non? 4 guerres, prix Nobel de la paix. Et quelqu'un qui n'a fait déclencher aucune guerre, on saccage son mandat, 2 impeachments. Ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, c'est vrai, il est à l'origine. Mais les violences qui ont débordé jusqu'à l'entrée du Capitole, ce n'est pas lui. Il y a ce qu'on appelle, pour qui connaît bien les États-Unis, les antifas, qui sont des gauchistes sortis des rangs du communisme. Mais c'est ceux-là qui sont entrés. Et vous avez vu les images, les policiers qui sont censés mettre la sécurité au niveau du Capitole, laisser entrer les manifestants. Ils n'étaient pas en nombre pour contenir. Mais ils savaient qu'il y a manifestation, si vous en priez. Nous sommes aux États-Unis. Ils savaient qu'il y a manifestation. Ils savaient que Trump drainait toujours beaucoup de monde. Selon vous, c'est donc la responsabilité de la police? Mais oui, évidemment. D'abord, je vais vous dire, vous savez qu'il y a eu des masques à gaz qui ont été distribués à tous les représentants, à tous les députés. Des masques qui ont été distribués. Mais il n'y a pas eu de gaz lacrymogène lancé par les policiers pour disperser la foule. Qui vous souvient au printemps dernier, après la mort de George Floyd, il y a eu des émeutes graves aux États-Unis. Des villes ont été brûlées. Mais personne n'a rien dit. On insultait les républicains dans les restaurants. Mais personne n'a rien dit. Parce que c'est les démocrates. Et quand vous suivez l'histoire des États-Unis, à chaque fois, les démocrates, c'est l'espèce de fraude. C'est l'espèce de fraude. Donc, selon vous, là, on vit en 1960, John Kennedy. Donc, selon vous, il y a eu fraude? Il y a eu fraude. Sur cette élection? Ah oui, il y a eu fraude massive. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait. Vous avez appris que 5 avocats de Donald Trump ont démissionné. Ce n'est pas une divergence aussi profonde que ça. C'est-à-dire que Trump estime, pour le défendre, il faut toujours parler de fraude massive devant le Sénat. Ce que ces 5 avocats ne veulent pas dire, nous allons simplement discuter, défendre l'inconstitutionnalité de ta décision, puisqu'en fait, il n'est plus président. Alors pourquoi on veut poursuivre de le destituer? Ça veut dire qu'on veut juste faire un vote de censure pour l'empêcher de se représenter en 2024. Parce que lui-même, il est tombé dans des pièges, malheureusement. Voilà, donc Justin Mpati, selon Emile Guéret, visiblement, Donald Trump ne doit pas porter la responsabilité, du moins tout seul, de ce qui s'est passé, notamment au Capitole. Oui, j'ai du plaisir à écouter mon co-débatteur. Il m'amène justement à lui dire et à nous dire d'être prudent et de nuancer. Je crois qu'il faut avoir en référence le mode de pensée américain et la civilisation américaine. Il y a des choses qui ne se font pas. Et il ne suffit pas qu'un président n'ait pas fait de guerre pour qu'il soit encensé. Et bon, là, ce n'est pas l'essentiel. Tout à l'heure, là, quand j'intervenais, je parlais de la dimension juridique, juridictionnelle et politique de l'affaire. Du point de vue juridictionnel, selon les règles américaines, et on le sait, c'est que le Sénat devient le tribunal et les démocrates opèrent comme prosécuteurs, comme procureurs. Et nous avons appris que le procès doit démarrer le 9. Alors, nous ne sommes pas le peuple américain. Si tout s'est passé, si nous avons eu tout ça là, c'est qu'il y a eu quand même des problèmes. La preuve est la rançon du droit, comme on a l'habitude de le dire. Du point de vue juridictionnel, il sera question de rechercher les faits, d'analyser les faits et de voir si ces faits-là sont suffisamment consistants pour engager la responsabilité de Trump. Mais de l'analyse de M. Guérin, je crois qu'effectivement, nous avons noté une certaine apathie
une certaine négligence, ou pour utiliser l'expression des internationalistes, un certain défaut de due diligence de la part de la police américaine. En ce temps-là, le 6 janvier, là, on a eu l'impression d'une police qui était un peu surprise par les événements et qui... Par le déferlement. Voilà. Or, en principe, pour ce qu'on sait des États-Unis, le pays de grand renseignement, je crois que, comme il l'a dit, la police ne peut pas dire qu'elle ne voyait pas venir. Donc je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans ce qu'il a dit. Moi, je le dis, j'ai posé quelques questions tout à l'heure. Pourquoi? Pour qui? Pour qui? Pour le peuple américain. Parce que la posture qu'il a eue en tant que président de la République, ça là, ce n'est pas une posture que le peuple américain veut d'un président. Pour qui? Pour les démocrates. Et en même temps, légèrement contre eux. Parce que ça peut également, affecter leur collaboration avec les républicains pour pouvoir gouverner. Parce qu'ils ont besoin... Le système politique américain est un système tel qu'il est influencé par le Congrès, le président de fonction passant le Congrès. Maintenant, du point de vue politique, c'est que nous gagnerons à regarder un peu du côté des républicains. L'affaire Trump, quel impact sur le parti des républicains? Il me semble que si les républicains ne font pas attention, ils vont laisser des plumes dans cette affaire. Et certains ont commencé par rengainer déjà. Et les 17 dont on a besoin pour pouvoir avoir les 2 tiers, je doute très fort qu'on puisse les avoir. En définitive, et une élection, dans quel intérêt? Une élection juste pour soigner l'image du peuple américain. Une élection, un procès pour soigner l'image du peuple américain. Un procès qui va certainement achever par une certaine irresponsabilité du président Donald Trump. Même si les démocrates ont intérêt à profiter de la situation pour le dégager du jeu politique, parce que ce n'est pas seulement l'empêcher d'être candidat prochainement, c'est l'empêcher d'être à d'autres fonctions fédérales et même rentrer dans une procédure pénale du point de vue du droit commun à son égard après. Ce qui est sûr, il y a eu déjà élection aux États-Unis, le nouveau président a pris les rênes du pays et vous savez très bien que au fur et à mesure que les jours passent, la tension et la colère par rapport à certains faits, elle baisse. Vous l'avez remarqué au Bénin, pas forcément la tension, mais plus ou moins. Et cette affaire de 2019, élection législative, bon, c'est vrai que ce n'est pas le même registre, mais vous constatez que quand les jours sont passés, des mois sont passés, il a été plus difficile à ceux qui voulaient qu'on revoie les choses, de revenir en arrière, que les choses qu'on corrige. Et de la même manière, ce qui se passe actuellement, vous allez voir que quand on va dépasser un certain niveau, on ne pourra plus rattraper. Donc je crois que légitimité, c'est une poursuite légitime, c'est une poursuite légale. C'est une poursuite constitutionnelle. C'est une poursuite qui cadre avec l'histoire américaine. C'est une poursuite qui cadre avec la civilisation et les pratiques américaines. Une manière de dire au peuple américain, on ne fait pas ça. Maintenant, guide du monde, je crois, il y a un peu de panafricanisme qui s'est glissé dans vos analyses, mais pourquoi pas? La passe américaine ou la domination à outrance des États-Unis sur le monde entier, ça a été construit. Il appartient à l'Afrique, en commençant notamment par les peuples africains et les dirigeants africains, de préparer également la domination du monde par l'Afrique. Parce que quand on questionne l'histoire, on voit bien que l'Afrique est prépondérante. Elle n'est pas n'importe quel continent, berceau de l'humanité. Mais il faut que nous passions du bavardage ou que nous passions de la théorie à la pratique et que les chefs d'État africains qu'ils comprennent que la dynamique actuelle est différente et que les peuples africains soient de plus en plus exigeants. Parce que j'ai l'impression que ces peuples-là, à l'exception de quelques-uns comme celui du Mali, ces peuples-là sont trop exigeants. Quand ça commence déjà en termes de Rousseau,
il faut savoir arrêter pour dire non, n'allons pas vers la rivière, n'allons pas vers le cours d'eau. C'est ça que les peuples africains ne savent pas faire et je crois qu'avec le temps, ça pourra. Donc malheureusement, M. Guérin, les États-Unis vont continuer par être gendarmes du monde, par être guides du monde et républicains et démocrates. Que Trump a refusé de et républicains et démocrates, ils vont y travailler. Patrick Amampoyon. Je voudrais déjà me réjouir du fait que le débat s'équilibre. Le débat s'équilibre surtout que il est important que nous retenions un certain nombre de choses très claires. D'abord, je crois que M. Guérin est missionnaire. Et c'est vrai que dans la Bible, Jésus a dit, si on te gifle d'un côté, il faut donner l'autre côté. Mais quand on gifle l'autre côté, il n'a plus dit ce qu'il faut faire. Autrement dit, à toi de décider maintenant si tu veux frapper l'autre correctement ou pas. Et c'est une posture intelligente. Parce que celui qui est en train de gifler sans arrêt, si tu continues à dire, on a dit de donner l'autre, il va te gifler jusqu'à te tuer. La posture de Donald Trump, qui n'aurait pas fait de guerre nulle part, maintenant, il ne fait de guerre nulle part, plus personne n'a peur des États-Unis et tout le monde commence à faire du désordre dans le monde parce qu'on sait que le grand frère n'est plus grand frère. Je donne l'exemple de la sous-région. Lorsque le Nigeria a été affaibli par Boko Haram, vous avez dû voir tout le désordre qu'il y avait dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans tout endroit du monde, il y a quelqu'un, même dans des familles, il y a un grand frère qui suscite le respect des autres et qui amène tout le monde dans une discipline de groupe. Quand le grand frère devient voyou, comme les États-Unis étaient devenus un État voyou sous Trump, à partir de cet instant, chacun fait ce qu'il veut. Quand vous vous rendez compte que l'Afrique, que M. Guérin veut défendre, était en train d'être avalée par la Russie, avalée par la Turquie, avalée par la Chine, et qu'il a suffi d'un changement de régime sans qu'aucune guerre ne soit déclarée pour que la Turquie commence par bégayer, pour que la Russie commence par bégayer, pour que la Chine commence par bégayer. Non, l'équilibre du monde dépend de la capacité de chacun de jouer son rôle. Maintenant, ce n'est pas parce que lui il a la prétention d'être le guide du monde que d'office l'Afrique a des problèmes. Non, on doit s'inspirer de ce leadership américain de retour pour construire le leadership africain. Mais si nous voulons que les États-Unis soient dirigés par un voyou pour que l'Afrique existe, l'Afrique n'existera pas dans ces conditions parce que l'Afrique sera obligée d'être en train de lutter contre la voracité des Russes, la voracité des Turcs, la voracité des Chinois, pendant que nous, on ne pourra pas se développer. Donc, bref, nous avons besoin que chaque pays du monde prenne son leadership. Chaque zone du monde prenne son leadership. Les États-Unis ont repris le leur. L'Europe est en train de reconstruire le sien. À nous aussi de reconstruire notre leadership. Et comme le dit le professeur Mbati, qu'on cesse de pleurer et qu'on s'occupe de nous. Mais pour s'occuper de nous, il faut que les autres ne soient pas un problème que nous devons résoudre. Si les autres sont un problème que nous devons résoudre, ça ne nous permet pas de nous occuper de nous-mêmes. Donc je tenais simplement à dire que ce qui se passe aux États-Unis, juridiquement, Trump est responsable du chaos, du désordre. 400 et quelques mille morts. Et on dit, c'est un bon président. Plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un bon président parce qu'il a dit aux gens de ne rien écouter des scientifiques, de boire le coronavirus, de boire du détergent. Tout ça là, c'est normal, c'est ça il faut pour que le monde soit bien dirigé. Je crois que ça là, que le Bénin ne rencontre jamais ça, qu'un pays africain ne rencontre jamais ça. Mais je voudrais remercier Trump sur un plan. Oui, Trump a permis au monde entier de voir qu'il ne suffit pas d'être africain pour être dictateur. Il ne suffit pas d'être africain pour faire du désordre. Trump a révélé au monde que les politiciens américains sont autant mauvais que certains politiciens africains et que ce n'est pas dans le gène de l'Africain qu'on a le désordre. Je crois que sur ce plan-là, on doit dire merci à Trump d'avoir montré au monde entier que si les institutions ne sont pas fortes, il y aura du désordre partout et pas seulement en Afrique.
Alors, c'est vrai que dans la contestation, notamment de l'élection même, toutes les institutions, en tout cas tous les leviers qui devaient certifier cette élection-là sont donc allés à l'encontre des récriminations de Donald Trump, et il n'a visiblement pas pu prouver qu'il y avait eu fraude. Et il y avait même des États dirigés par des républicains qui ont certifié la victoire de Joe Biden dans ces États-là. On a l'impression que l'establishment, ou on va dire les institutions, en gros, étaient suffisamment fortes pour tenir tête à quelqu'un qui n'a pas pu prouver ce qu'il disait. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une leçon des États-Unis au monde entier, et notamment à l'Afrique, puisque visiblement, dans nos pays, sous nos tropiques, nous avons des chefs d'État extrêmement forts qui parfois tordent le cou aux lois et aux règles, arrivent à rempiler facilement, mais cette fois-ci, un chef d'État qui dit « j'ai été élu », mais n'a pas pu le prouver, et les institutions sont allées à son encontre. Monsieur Guérin. À vous écouter, je suis en train d'écouter la session de la doxa. La doxa, ce qu'on rabat tous les jours dans les chaînes de télévision et des médias. Il faut rétablir la vérité. Aucun recours de Trump n'a été examiné aux États-Unis. Comme me donne la preuve, aucun recours. Tous les recours ont été rejetés. Même les journalistes, qu'ils aillent investiguer pour voir est-ce qu'il y a eu fraude ou pas. Aucune investigation. C'est ce qui s'est passé. On dit, mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux, je vous dis. Monsieur Guérin, celui qui a... Donnez-moi quelle institution juridique a reçu et a examiné les recours de Trump. Ça a été rejeté. Il y a des dizaines de millions tout a été rejeté. De dollars qui ont été engloutis dans la défense. Tout a été rejeté. Attendez. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de preuves. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de preuves. Examinez d'abord. Ce n'est pas la même chose. Vous dites que c'est irrecevable, ce n'est pas la même chose que après l'examen, vous dites non, il n'y a pas eu de fraude. Aucune institution juridique, comme me donne la preuve. C'est ça qui s'est passé. Parce que le système a repris le contrôle. Et puis ce Trump est anti-système. Moi, vous savez... Donc selon vous, c'est juste qu'une affaire de système. Mais oui, c'est du système, c'est tout. Et Trump l'a dénoncé tout le temps. Les GAFAM, les médias. D'abord, dans quel pays, après une élection, ce sont les médias qui programment Joe Biden président? Mais cela a toujours été fait aux États-Unis. C'est une honte. Cela a toujours été fait aux États-Unis. Ce sont les grands médias qui font la population. Ils donnent les prévisions. Mais après, c'est les certifications par État qui confirment que tel a été... Oui, mais les certifications étaient faites. On n'a jamais vécu ça. Les certifications vous vous souvenez, en 2000, entre George W. Bush Jr. et Al Gore, il y a eu ce problème-là. Pour éviter le problème, Al Gore a félicité son second. Malgré que les médias avaient déclaré Al Gore gagnant des élections. Est-ce que c'est ce qui s'est passé justement mais évidemment. En 2000. En 2000. Il est responsable de ses propos. Je le prends très sérieux. Je peux en donner les preuves. Les médias avaient déclaré Al Gore gagnant. Évidemment. Et c'est dans les recours, Al Gore n'a pas voulu. Le problème est plus profond. C'est ce que aux États-Unis appellent Deep State, l'État profond. C'est ça la réalité. J'ai écouté mon co-débatteur, c'est très intéressant, qui parle du grand frère. Mais c'est ahurissant. Je suis sidéré. Ça veut dire qu'en tant qu'État, nous ne sommes pas souverains, il faut aller chercher un grand frère pour nous. Pour que... Les États africains sont-ils souverains? Pour que, sous la bénédiction... les États africains sont-ils souverains? Justement. Entendre mon co-débatteur, ils ne veulent pas que nous soyons souverains. Moi, je suis souverainiste. Absolument. Oui, les États africains sont-ils souverains? Non, pas du tout. Donc c'est un constat. Lorsque, sous Barack Obama, il donne sa bénédiction à Sarkozy pour aller semer le bazar en Libye, pour aller déchirer Kadhafi comme un chien, comme un porc, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Et je vais vous dire, l'un des grands défis majeurs de l'humanité, c'est l'extrémisme religieux. L'un des grands défis majeurs de l'humanité, les années à venir. D'ailleurs, je vous dis, tous les problèmes à venir demain, ce n'est pas moi qui le dis, même ceux les plus cartésiens le disent, n'auront que des solutions spirituelles. Nous y tendons vers, il n'y a rien à faire. Ceci étant, moi, je dis, un président qui vient, qui ne fait pas de guerre, qui rapatrie les boys à la maison, qui dit nous n'allons pas continuer à mourir pour les autres, qui a amené en 4 ans les États-Unis, s'il vous plaît, premier pays producteur du pétrole, et qui dit nous n'allons plus continuer à être dépendants du pétrole
du Golfe. C'est pour ça qu'ils vont faire la guerre. Où sont les armes massives qu'on a trouvées pour Kadhafi et Saddam Hussein? Nous avons vu le désordre que ça a semé dans le Golfe. C'est le premier président, depuis plus d'une quarantaine d'années, qui a réussi à faire la paix avec les pays du Golfe et l'Israël. Et même le Maroc a signé l'accord. Quel président des États-Unis a réussi? Mais il y a des on veut la paix ou bien on veut la paix ou bien la guerre. Moi, je suis dérangé. Je suis dérangé que Joe Biden, en tant que grand frère, donne des instructions à mon président ici pour dire faites ci, faites ci, faites ça. Puisqu'il a dit désormais nous allons rétablir le droit de l'homme en Afrique, dans le monde entier, la démocratie. Mais quel est son problème? Cette démocratie qu'on a vue, il dit la Russie s'est couchée. Mais je suis désolé. Vous connaissez mal Vladimir Poutine. Il ne va pas se coucher. Mais, écoutez, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, il a plus peur de Trump que n'importe qui. La Chine a milité pour que Donald Trump s'en aille. Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a laissé son ordinateur par omission auprès d'un réparateur. Et quand il a fini de réparer, je ne sais pas ce qu'il a piqué, il est rentré dans l'ordinateur. Mais on a vu des millions, les procès arrivent pour Biden, ça va venir. Des millions de transactions avec la Chine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les mêmes médias qui le disent. Je l'ai suivi sur CNN. Son fils avait l'affaire d'Ukraine. On parle de Donald Trump. Quand il appelle le président ukrainien pour dire, bon, écoutez, faites des arrangements à mon fils, et puis je vous envoie les millions de dollars que les États-Unis ont promis pour l'aide. Ça a été fait. Les arrangements sont là, ça va sortir. Et donc, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Biden qui va tenir tête à la Chine. Le seul qui a pu tenir tête à la Chine, c'est Donald Trump. On vous aura compris, vous êtes extrêmement clair sur tout le mérite que vous voyez au président Donald Trump. Il n'est pas parfait, c'est un humain. On l'aura compris, mais il y a bien des volets sur lesquels la gouvernance de Donald Trump était, on va dire, clivante. Il y a notamment le climat. Il y a par exemple les récriminations de la Palestine. Il y a des gens qui ont estimé, notamment les Mexicains, qui ont été séparés de leur famille. On pouvait autoriser les enfants à rester, jamais les parents n'ont séparé les enfants de leur famille. Il y avait la construction du mur au niveau de la frontière avec le Mexique. Tout ça a été déjà rapporté par le président Joe Biden. Il y a aussi quelque chose à reprocher forcément à la gouvernance de Donald Trump, Justin Mpati. Oui, vous voyez, je crois que pour une très grande utilité pour ce débat, je vais rester beaucoup plus collé aux questions juridiques pour qu'on puisse véritablement trouver un intérêt à ce débat. Donald Trump et le droit international. Les États-Unis d'Amérique et le droit international. Les États-Unis d'Amérique ont toujours eu vis-à-vis du droit international une perception selon laquelle c'est ce que les autres, c'est la manière dont les autres voient les rapports internationaux. C'est cette manière-là, c'est cette perception-là qui doit être imposée au monde. Et tout théoricien en droit international va vous le démontrer, va vous le dire. Lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, on l'a suivi pendant les 4 ans, on a constaté que Donald Trump, il a corsé davantage cette perception-là. Il a corsé davantage cette perception, même si on a lu dans sa politique une certaine tendance à l'américanisme, America First, bon, ce n'est pas absent dans sa démarche. Mais Donald Trump a manifesté vis-à-vis des autres peuples un certain mépris que moi je n'ai pas aimé. Je crois que lorsqu'on est missionnaire et qu'on est homme de Dieu, on doit également voir ça. Cette tendance de ce président à prendre les autres pour des bêtes de somme, la Bible ne l'a pas autorisé, la Bible ne l'a pas enseigné. Ce n'est pas bien. Il me semble que vous avez parlé tout à l'heure de recours rejeté, qu'il y a eu rejet. Aux États-Unis, il y a des institutions. Et moi, je respecte ces institutions-là. C'est des institutions fortes, très fortes.
Si des recours ont été faits et que ces recours ont été rejetés selon la démarche et selon le langage juridique, c'est que ces recours ont été examinés dans leur forme et dans leur procédure. On n'est certainement pas allé au fond. Si un recours a été rejeté, s'il y a rejet d'un recours, c'est que on s'est concentré sur la forme, on s'est concentré sur la procédure et on a constaté que ça ne peut pas être, on ne peut plus aller au fond. Et cela a été rejeté. Moi, je prends ce rejet comme une décision, la décision d'une institution respectable. Bon, si vous avez des informations que moi je n'ai pas, des informations parallèles, tant mieux. Moi, je reste dans le cadrage juridique et j'argumente et je raisonne. Je crois que Donald Trump, il a préparé ce qui lui est arrivé. Il a préparé ce qui lui est arrivé. Lorsque vous prenez les différents chefs d'État américains qui ont fait l'objet d'impeachment, vous remarquez que c'est parce qu'ils écorchent des points qui sont très sensibles aux Américains. Lorsque vous prenez cette affaire, vous prenez cette affaire, ce qui s'est passé le 6 janvier, où on nous dit que Donald Trump aurait dit aux gens de marcher sur cette haute institution politique. S'il a dit et que les preuves existent, c'est grave. Maintenant, ce n'est pas parce que nous restons ici, nous argumentons, nous faisons des démonstrations que ce qui doit arriver aux États-Unis ne va pas arriver. Ce procès aura-t-il lieu? Je crois que ce procès aura lieu pour donner des leçons. Ce procès aura lieu pour amener le peuple, pour que le peuple américain sache que les valeurs américaines sont toujours d'actualité. Tout à l'heure, vous avez évoqué, je retourne encore au plan international, vous avez évoqué la question du climat. Mais comment Donald Trump a-t-il perçu la protection de l'environnement? Mais déjà pendant la campagne, il dit que c'est du canular. Il a un langage, son langage ce n'est pas le langage d'un président de République. C'est-à-dire, il n'a pas su faire la démarcation entre le personnage Donald Trump et Donald Trump, président de la République. Et les Américains, les États-Unis d'Amérique, avec près de ou plus de 300 années, 3 siècles de démocratie, des gens qui sont venus en Amérique parce qu'ils sont poursuivis, pas parce qu'ils étaient à la quête de la liberté. Mais ce comportement-là, c'est un comportement grave. Quelles que soient les démonstrations, les analyses que vous allez faire, M. Guérin, au plan interne du droit, au plan interne américain, le processus est enclenché et je crois que le processus ira au bout. Maintenant, sur le plan politique, c'est le parti, les Républicains, qui doit savoir où mettre les pieds. Parce que je crois que ce parti a intérêt à faire en sorte que Donald Trump ne soit pas condamné, tout simplement. Voilà un peu ce que je dois dire. Mais Donald Trump, dans un habit blanc, je suis très sidéré quand vous prenez la parole pour parler de lui. Je suis très sidéré. Mais moi, je ne suis pas convaincu par le personnage. Et si on devait s'en tenir à mon avis personnel, ce monsieur-là il devait être sanctionné et on devait le condamner à ne plus pouvoir être candidat aux États-Unis. Ce n'est pas bien. Maintenant, tout à l'heure, le coach Pognon parlait de Donald Trump qui a rendu service à l'Afrique. Mais ce qui s'est passé le 6 janvier là, c'est comme si l'Afrique ou des États africains se sont déplacés vers l'Amérique. Et ça nous montre véritablement que l'Afrique est en retard. Ça nous montre qu'au plan politique, au plan juridique, au plan de la démocratie, l'Afrique est en retard. Et ça veut dire que les organisations de la société civile doivent davantage, et les églises également, doivent davantage encadrer les citoyens africains. J'ai dit tout à l'heure dans ma prise de parole dernière que les peuples africains sont trop laxistes. Il y a une limite qu'on ne doit pas franchir. Et Aimé Césaire, il disait qu'un peuple qui ferme les yeux à son passé, à son histoire, est un peuple atteint. Mais prenons par exemple la Côte d'Ivoire, prenons la Guinée, prenons l'Afrique de l'Ouest. 1990, là, regardez les États-Unis, depuis 1776, leur indépendance. Voilà ce qu'ils sont en train de mener comme démarche contre un citoyen Donald Trump aujourd'hui. Mais nous,
Nous sommes entrés dans le processus démocratique véritable en 1990. Ça fait à peine 30 ans. Et nous sommes déjà en train d'assister à du désordre. Ça veut dire peuple africain, peuple américain, c'est deux peuples effectivement différents. Et nous avons à apprendre des États-Unis, même si, panafricaniste que je suis, je travaille à ce que l'Afrique se révèle au monde entier. J'ai ça là en partage avec vous. Mais reconnaissons ce qui mérite d'être reconnu, M. Guérin. Alors, rapidement. nous allons donner la parole à Patrick Amopoyon. Patrick Amopoyon, Donald Trump a perdu 5 de ses avocats. Aujourd'hui, il en a 2. Les 2 là, l'un estime qu'il ne plaidera donc pas la thèse de la fraude électorale comme le souhaite l'ancien président. Ses avocats, dont les 2 actuels habitués au procès polémique et pourquoi pas très médiatisé, estiment qu'il faut plutôt dénoncer ou dire qu'il n'est plus président, donc on ne devrait pas continuer à le poursuivre ou le faire condamner pour quelque chose qui est visiblement déjà passé. Votre avis là-dessus, nous allons évoluer après cela. Au fait, il faut dire que le président américain, lui, il est toujours en campagne. Il n'est pas en train de prendre conscience de l'enjeu juridique. Et je crois que c'est dans cette posture que M. Guérin est. C'est-à-dire qu'eux, ils sont toujours en campagne. C'est-à-dire ils sont déjà en train de préparer la prochaine élection d'il y a 4 ans. Alors que les avocats, ce qui les intéresse, c'est de sauver déjà leurs clients de la case prison. Parce qu'au-delà même de impeachment et tout ça, mais il y a des procès dans tous les États américains qui risquent de la mener en prison. Les fraudes fiscales, les fraudes, les viols, les ceci, tout ça qui risquent de la mener en prison. Donc à partir de cet instant, moi je dis, voilà un monsieur qui n'est même pas conscient de ce que les philosophes allaient appeler primum vivere dende philosophari. Vivre d'abord, philosopher ensuite. Parce qu'ils sont toujours en train de philosopher, alors que le gars risque la case prison à tout moment. Donc cette campagne permanente est une irresponsabilité. Le fait d'être tout le temps en campagne, de sortir des arguments qui ne peuvent être prouvés par rien du tout, tout ça là, c'est pas aux États-Unis ça. C'est-à-dire dans certains pays africains encore c'est possible avec ces arguments-là d'avancer. Mais aux États-Unis, il y a des institutions. Les mêmes institutions qui ont proclamé Trump président il y a 4 ans. Les mêmes institutions qui, il y a 2 ans, ont proclamé des sénateurs républicains réélus. Et en ce moment, ce n'étaient pas des anti-systèmes. Mais dès que Trump perd les élections, ils deviennent des anti-systèmes. Je crois que cette logique-là n'est pas bonne pour les États-Unis, n'est pas bonne pour l'Afrique. Le panafricanisme voudrait que l'Africain soit éduqué à parler juste, sans parti pris. Si mon père qui m'a mis au monde fait ce que Trump a dit, je dénoncerai. Si mon père qui m'a mis au monde fait ce que Trump fait, je démissionnerai. Et moi, j'ai du mal à voir exactement, M. Rumbati l'a dit subtilement, mais l'Église américaine soutenir un quelqu'un qui ne croit en rien, qu'à part l'argent. Et on a un président maintenant qui, avant de prendre son mandat, va rendre grâce à Dieu pour lui confier le mandat. Et lui, il n'intéresse pas des missionnaires, il n'intéresse pas des hommes de Dieu. Ce qui intéresse des hommes de Dieu, c'est celui qui a érigé l'argent en Dieu. Celui qui ne reçoit les gens en audience que lorsqu'ils descendent dans ses hôtels. Celui qui paie moins d'impôts, le président américain qui paie moins d'impôts qu'un simple ouvrier. Et tout ça, c'est normal. Le président américain qu'on montre en vidéo, en train d'attraper les seins d'un enfant de 8 ans, en train de lui dire « je vais te baiser bientôt », et qui dit que c'est normal, hein, elle est belle, et je vais lui faire l'amour quand elle va grandir, et tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est accepté. Les amis, nous ne parlons pas des États-Unis d'Afrique, nous parlons indirectement, pardon, les États-Unis d'Amérique, nous parlons indirectement de l'Afrique. Parce que ce qu'on tolère là-bas, on risque de tolérer ça ici. Ce qui n'est pas bon pour nous n'est pas bon pour les autres. Et ce que nous dénonçons, ce sont des pratiques que nous devons dénoncer avec la même rigueur quand ça se passe chez nous. De toutes les façons, un Trump à la tête du Bénin
un Trump à la tête des pays africains, que Dieu nous épargne cela. Alors, Emile Guérin, on va évoluer dans le débat. Le temps imparti à cette émission est quasiment épuisé. On voit Joe Biden déjà installé qui commence on va détricoter certaines décisions, notamment polémiques, arrêter la construction du mur avec le Mexique, retourner dans l'accord de Paris sur le climat, réaffirmer l'autorité américaine face à la Russie. On voit certaines de ces décisions-là qui sont quand même des décisions qui montrent que les États-Unis reviennent, on va dire, au devant de la scène et s'intéressent de nouveau à certains dossiers chauds, notamment le climat, et qui sont quand même des dossiers importants. Votre lecture des premières décisions fortes du président Joe Biden? Si, permettez-moi de dire juste un mot, juste quelques secondes, en ce qui me concerne. Mes deux co-débatteurs ont souvent parlé de la Bible, de l'Église. Je ne suis pas un homme d'Église. Je ne suis pas un homme de la Bible. Je suis anti-dogmatique. Je ne suis pas endoctriné. Vous comprenez ça, il faut que ce soit clair. Je n'ai pas d'église. Je suis itinérant, comme vous l'avez dit, par rapport à ma mission christique. Même pas. Je ne cherche même pas ce qu'on m'appelle chrétien. Mais il y a selon ce qu'il dit, mais c'est ce que la DOSA nous fait croire. On parle d'abus sexuels de Donald Trump, mais il y en a également pour Joe Biden. Vous l'avez appris. Les médias l'ont sorti. Il y en a pour eux tous. Et par rapport à la petite de 8 ans, ça c'est du montage, c'est du pipeau. Rien n'est vrai là. On donne les preuves. C'est du faux. Pour le déstabiliser, pour le vilipender, c'est de la fétichure pour rien du tout. Et la question qui se pose, qui est habilité à appeler à manifester? Est-ce que la Constitution interdit à Donald Trump de faire des recours, de contester une élection, d'appeler à manifester? Non. Tout ce qu'il a fait est constitutionnel. Qu'il vous souvienne qu'au Guatemala, le peuple est sorti, il a brûlé le Parlement. Le peuple. Tout le monde a applaudi. Au Burkina Faso, ici, quand on a dégagé Blaise Compaoré, le Parlement a été brûlé. On a applaudi le peuple. C'est pas Trump qui a pénétré le Capitole. C'est le peuple. Et qui estime que son élection a été volée. Aujourd'hui, les États-Unis sont plus que fracturés, déchirés. Et l'achat des armes a augmenté de 80%. Pour 3 raisons. D'abord, parce que Joe Biden, quelle serait sa politique par rapport à la législation, par rapport à la détention des armes? Peut-être qu'il va corser la législation. Donc, beaucoup des Américains sont allés acheter des armes et d'autres qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment protégés par la police. Mais 115 millions de voix, ce n'est pas petit. Et de 2016 à 2020, Trump a eu 11 millions de voix de plus, s'il est temps de plier. Et si vous suivez les sondages avant les élections, c'était Biden le battait KO. Mais les Noirs qui ont voté pour Trump, on dit qu'il est raciste. Les Noirs qui ont voté là pour eux, ils sont plus propres que nous, ils sont plus sales que nous. Ils ne sont pas touchés par le racisme, les Noirs américains. Parce que sa politique a permis de diminuer la pauvreté jusqu'à 10%, un record historique. Et le chômage à 3,5%. Mais c'est évident. Il dit, moi je suis élu pour les Américains et je travaille pour les Américains. Que chaque pays s'occupe de lui. Et attendez, comment les Africains peuvent vouloir une chose au contraire? C'est de l'oxymore. C'est de l'oxymore. Je suis panafricaniste et je veux que j'ai un grand frère qui ne connaît aucune réalité, qui veut piller mes biens, qui veut piller mes richesses pour venir me dicter ce que je dois faire, comment je vais diriger. Si un peuple africain estime que son président n'est pas bien, qu'il le dégage. Je ne pas aux États-Unis de venir nous dégager quelqu'un qui nous dirige mal. Et quand il me dit que Trump est pire que les États, les dirigeants africains, mais je rigole. Monsieur, je vais vous dire, mon parti, l'histoire même des États-Unis, ce n'est pas que être gendarme du monde. Et puis si c'est même ça, vous savez que tout le temps, ça a été décrié. Et les mesures, pour revenir à votre question, que prennent Joe Biden aujourd'hui, bon, c'est classique, hein. Trump a fait pareil pour Barack Obama. Il a déconstruit ce qu'il a fait. C'est pareil, c'est classique, c'est pas extraordinaire. Et puis, je vais vous dire, accepterez-vous demain, quand le Bénin sera, tel qu'on nous le dit, un pays très riche ou un pays très aisé, acceptez-vous que des gens quittent le Niger pour venir s'installer chez nous ici, sans législation, n'importe comment? L'immigration.
Quelle est la... C'est pas parce que nous, on se sent aujourd'hui pauvre, il faut aller chercher ailleurs, qu'il faut obliger l'autre, chacun chez soi. Je peux venir dans votre maison sans votre autorisation. C'est la question qu'il faut se poser. Que les Africains restent en Afrique pour développer l'Afrique. Et nous aller chercher, commander. Et ça fait qu'ils ne nous respectent pas. Mais le mur qu'il a promis, il ne l'a pas construit. Il n'a pas fini parce qu'il n'a pas eu les moyens de le faire. Le Congrès ne l'a pas voté, étant majoritairement démocrate. C'est vrai, le Congrès, le procès aura lieu le 9 prochain. Il y a 5 républicains qui se sont déjà déclarés pro-procès, qui vont soutenir les démocrates. Ça va faire 55 contre 45. Ça veut dire que la décision n'aura pas lieu. Mais il y aura un vote de censure pour l'empêcher d'aller aux élections en 2024. Toutefois, le trumpisme serait né. Rien à faire. Et il faut tenir compte de ça. Ce sont des Américains, ce sont des citoyens américains qui estiment que Trump est mieux pour eux. Il a parlé de 400 000 morts. Oh! Dans quel pays ça a été mieux géré? En France? Au Brésil? Ça a été mieux géré que les États-Unis? En Allemagne? Peut-être un peu moins en Allemagne. En Italie? Que monsieur nous dise ce qui se passe là-bas. Il y a des morts. Le président Donald Trump a eu un discours qui a prêté à confusion. Il parlait de boire de l'eau de Javel, il l'a dit devant des chaînes internationales. Vous savez, quand lui-même il a attrapé le Covid-19, qu'est-ce qu'il dit? Je suis heureux. Quand il est sorti, il dit Jésus m'a sauvé. Ah, moi j'applaudis. J'applaudis. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a 400 000 morts. S'il vous plaît, allez au Brésil. Oui, mais le président a banalisé, au Brésil. En France même. Il a banalisé la maladie. D'accord. Je dis tout à l'heure qu'il n'est pas parfait. Il a commis des erreurs. Je serais peut-être à sa place, comme certains l'ont dit, qu'après tous les rejets des recours, j'aurais démissionné. J'aurais démissionné simplement. Par rapport au système, je démissionne. Et puis, ça passe. Il ne l'a pas fait, il a appelé à manifester, il est tombé dans un piège. Vous auriez appelé à manifester? C'est pourquoi il dit j'aurais démissionné. Donc vous n'auriez pas appelé à manifester? Non. Donc quelque part, vous reconnaissez sa responsabilité? Oui, bien sûr. C'est lui qui a dit, retrouvons-nous au Capitole. Il a prononcé un discours, même son avocat, Rudy Giuliani, a dit qu'il se sentirait mal d'aller défendre Trump au Sénat. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a prononcé un discours. Donc il peut être accusé aussi. Voilà, on vous aura au moins arraché quelques récriminations à l'endroit de votre champion sur ce plateau. Justement. Non, je n'ai jamais dit que Trump n'était pas fait. Il a commis beaucoup d'erreurs. Je suis heureux que M. Guérin quand même soit en train de reconnaître un certain nombre d'éléments. Il faut qu'il y ait des leçons à tirer. Il faut d'abord que les présidents africains ils comprennent qu'ils sont suivis et que les comportements qu'ils développent, les actes qu'ils posent. Vous voyez, Guérin a sorti des choses tout à l'heure. C'est de la même manière que des choses que des chefs d'État africains font en sous-marin. Il y a des gens qui voient. Et c'est en train d'être enregistré. Ça. Il faut que les chefs d'État africains comprennent qu'ils seront responsables de leurs actes, qu'ils seront responsables des morts qu'ils ont occasionné par des décisions, par le refus de dialogue, par le refus de consensus. C'est très important. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, Monsieur Guérin, coach Pognon, cher ami Johannes, je crois, ma perception d'un État, c'est que l'État, il travaille à affermir son développement au plan interne, et il profite maintenant du droit international et de la géopolitique et de la géostratégie pour pouvoir se positionner et faire son marketing politique au plan international. Le mur, les différentes décisions que le président Joe Biden a prises, mais j'ai aimé. Par exemple, le retour dans l'accord du climat. C'est une très bonne décision. Vous savez... On peut en discuter, le climat. La place de l'environnement, on peut en discuter. Vous savez... Il y a beaucoup de théories, on peut en discuter sur l'environnement. Oui. Vous savez, il y a certaines questions internationales sur lesquelles nous avons besoin de la présence des États-Unis.
Lorsque vous prenez par exemple la question de la protection de l'environnement, la question climatique, les États-Unis font partie des États pollueurs du monde. La Chine, plus. Je suis d'accord, mais les Voilà. États-Unis, moi je parle des États-Unis. Merci. Parce que, Allez-y. moi je parle des États-Unis. Alors, la question des changements climatiques ne peut pas être posée dans un sens favorable aux États riches, pollueurs, et dans un sens défavorable aux États pauvres qui ne polluent véritablement pas. Et de ce point de vue-là, quand vous prenez le protocole de Kyoto, même avant ça, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, les États-Unis ont été pour. Il a suffi du protocole de Kyoto pour qu'ils ne commencent pas à jouer double jeu. Et l'accord de Paris, ils ont montré totalement... Mais l'accord n'a aucune mesure coercitive, aucune contrainte. Le droit... Non, je suis désolé. Monsieur Guérin, vous êtes avec quelqu'un qui travaille sur les questions du droit international de l'environnement. Mais le droit international de l'environnement en lui-même, c'est un droit mou. On ne va pas se mettre à faire de la théorie du droit international ici. C'est pour cela que je dis qu'il y a certaines questions internationales qui ont besoin de la présence américaine. Et de la responsabilité. Du chef d'État américain. Lorsque vous prenez la question du climat, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, la Russie, on a besoin de ces États-là. Le Japon, ces États doivent être présents. Et les États africains, ils doivent pouvoir travailler pour ça. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, c'est une très bonne annonce. Maintenant, que les États-Unis, que ce soit un président démocrate ou un président républicain, les États-Unis, c'est les États-Unis. Et ils sont toujours cadrés sur leur perception du monde. Évidemment. Que ces États-là cherchent à dominer le monde, cela ne me gêne pas. C'est l'heure qui a sonné et nous devons travailler en Afrique pour que l'heure de l'Afrique sonne. C'est pour cela que je demande que les pays africains soient davantage éveillés. Patrick Abon-Poyon, 1 minute. Le débat est tellement équilibré que j'ai juste envie d'attirer l'attention des uns des autres sur 2 ou 3 choses. La première, en stratégie, on doit se rendre invincible et guetter la vulnérabilité des autres. Le président Joe Biden est arrivé, il travaille d'abord à rendre son pays invincible et après, il guettera la vulnérabilité de tout le monde, y compris l'Afrique, pour en profiter. Je veux qu'on salue ça et qu'on demande à nos chefs d'État de faire la même chose. La deuxième chose, je voulais dire simplement à l'attention de mon frère Guérin, qu'au-delà de supporter un homme, nos propos risquent de nous rattraper demain. Je supporte sa politique. Je ne supporte pas trop. Voter des lois pour empêcher des Nigériens de venir au Bénin, ce n'est pas du panafricanisme. Je voudrais que si on veut être panafricaniste, qu'on le soit. Moi, je ne peux pas entendre, en tant que panafricaniste, qu'on veuille voter des lois pour empêcher un Nigérien de venir au Bénin. Donc, ça là, ce n'est pas du panafricanisme. Ensuite, lorsqu'on est missionnaire de Christ, quelle est la différence entre missionnaire de Christ et n'est pas dans la Bible? Tout ça, je n'ai pas compris. Donc, bref, c'est pour dire que je voudrais que si on prend des postures, qu'on tienne sur ces postures. Et comme M. Ngwati l'a dit, en matière de droit international, il y a des balises. Si on ne respecte pas les balises, on risque de faire un débat où on va à gauche, on va devant, on va derrière. Mais il faut qu'on travaille sur la base des balises. Le climat, c'est un enjeu de tout le monde et tout le monde doit être là-bas. Quelqu'un ne peut pas rendre les autres malades et dire maintenant, je m'enferme sur mon pays et je m'en fous que les autres tombent malades ou pas. C'est très important qu'on soit responsable devant le climat. C'est très important qu'on soit responsable sur tous les plans. Je voudrais terminer en disant ceci. Le président Donald Trump nous a rabâché les oreilles avec American First. Mais c'est le président Joe Biden qui a pris un décret pour obliger l'État fédéral à acheter américain. Il ne faut pas bavarder, il faut agir. Et on doit agir pour le développement de son pays. Et tout président qui développe son pays mérite d'être salué afin que nous aussi nous réclamons la même chose à nos présidents. Voilà, vous êtes Patrick Abon-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Aujourd'hui, il y avait Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise, missionnaire chrétien itinérant, Jules Ngwati, chercheur en droit international et constitutionnel. Nous allons forcément avoir d'autres occasions de traiter de ces questions-là. Le temps est parti à cette émission épuisée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.